Pendant près de 80 ans, Elisabeth Kalhammer, une Autrichienne employée de maison dans la résidence privée d'Adolf Hitler, est restée muette sur son expérience au cœur du Troisième Reich. Embauchée en 1943, alors qu'elle était adolescente, Kalhammer a répondu à une offre d'emploi, ignorant qu'elle finirait par nettoyer les sols de l'un des lieux les plus redoutés de l'Allemagne nazie, le Berghof, la forteresse alpine d'Hitler en Bavière. Des années plus tard, âgée, elle a déclaré « Avant de mourir, je dois parler ». Et c'est ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a révélé était troublant. Des réunions secrètes de minuit, des disparitions silencieuses de personnel, des ordres chuchotés et une atmosphère empreinte de peur. Elle a été avertie dès le départ. « Ne parlez pas de ce que vous voyez, sinon vous disparaîtrez comme tant d'autres. » Elle ne pouvait pas regarder Hitler dans les yeux et prétendait que sa présence était perceptible même sans entrer dans la pièce. Pendant que l'Europe brûlait, elle préparait le thé et balayait les couloirs décorés d'œuvres d'art volées à quelques mètres de ceux qui prenaient les décisions concernant les invasions et les exterminations. Aujourd'hui, le monde entend enfin sa voix. Elisabeth Kalhammer, la jeune secrétaire autrichienne au Berghof. Lorsqu'Elisabeth Kalhammer fut embauchée comme domestique au Berghof, la résidence d'Adolf Hitler à Obersalzberg, elle avait à peine 22 ans. Née en 1923 à Salzbourg, en Autriche, sa vie n'avait pas été particulièrement politisée. Issue d'une famille modeste, elle fut élevée, comme beaucoup de jeunes femmes de son époque, sous l'influence constante du régime national-socialiste, sans toutefois avoir d'attache fervente ni de formation idéologique marquée. Après une formation commerciale, elle cherchait du travail lorsqu'en 1943, on lui annonça que du personnel féminin était recherché dans une importante résidence des Alpes bavaroises. On ne lui avait pas d'abord dit que le lieu de travail serait la résidence privée du Führer. La discrétion était absolue et les candidats n'étaient pas autorisés à poser trop de questions. C'est sa mère qui signa le formulaire de consentement pour qu'elle accepte le poste, et ce n'est qu'après son admission qu'elle fut officiellement informée qu'elle travaillerait pour Adolf Hitler. Son arrivée au Berghof fut, selon ses propres termes, un choc. « Nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre », raconterait-elle des décennies plus tard. La structure dominait le flanc de la montagne, offrant une vue spectaculaire sur les Alpes, et fonctionnait comme un univers clos à l'organisation stricte. Kalhammer rejoignit un groupe d'une vingtaine de jeunes femmes, toutes employées à des tâches administratives, de ménage ou de cuisine. Son rôle consistait principalement à être assistante de bureau, dactylo et soutien logistique pour la gestion quotidienne de la résidence. Elle n'avait pas un contact permanent avec Hitler, mais elle le voyait presque quotidiennement, car il déambulait souvent dans les couloirs, donnait des instructions ou participait au repas. L'une de ses premières impressions fut le contraste entre l'image publique de dirigeant puissant d'Hitler et le caractère presque domestique qu'il affichait au Berghof. Selon ses propres termes, il était étonnamment gentil au quotidien. Il ne criait jamais ni n'élevait la voix. Il se comportait envers nous avec une courtoisie inattendue. Tout au long de son séjour, elle observa les habitudes méticuleuses d'Hitler. Elle s'habillait toujours sobrement à l'intérieur de la résidence, portant des vêtements confortables mais soignés. Elle mangeait des repas légers, généralement végétariens, et avait souvent de longues conversations le soir avec ses plus proches collaborateurs, parmi lesquels Martin Bormann, Eva Braun et, occasionnellement, Albert Speer. Kalhammer n'assista jamais aux décisions politiques ni aux discussions sur la guerre. Mais elle remarqua la tension croissante à mesure que la guerre progressait. En 1943, un certain calme régnait encore au Berghof, mais en 1944, l'atmosphère changea. Elle devint plus sérieuse, plus fermée. L'un des aspects les plus marquants de ces récits est sa description d'Eva Braun. Kalhammer était l'une des rares employées à avoir un contact visuel direct avec elle, sans toutefois entretenir de relations personnelles étroites. Elle la décrivait comme une femme réservée, très soucieuse de son apparence, qui interagissait rarement avec le personnel subalterne. Dans une interview de 2014, Kalhammer déclara « Eva Braun n'avait aucune autorité sur qui que ce soit. Elle ne semblait même pas très intéressée par l'exercice d'un quelconque rôle de pouvoir. Elle était comme une figure de proue, mais Hitler la traitait avec beaucoup d'affection. » Selon Kalhammer,
La présence féminine au Berghof était plus importante qu'on ne le croit. Les femmes travaillaient à la cuisine, à la blanchisserie et dans les bureaux administratifs. Nombre d'entre elles étaient très jeunes, principalement autrichiennes et sud-allemandes. Aucune n'était membre du parti et toutes savaient qu'elles devaient respecter la confidentialité. La formation comprenait un avertissement clé. Ne jamais poser de questions, ne jamais exprimer d'opinion politique et ne jamais engager la conversation avec Hitler sans qu'il ne le fasse en premier. Bien qu'Elisabeth Calamer ne fasse pas partie du cercle intime du Führer, elle se souvient de plusieurs brèves rencontres avec lui. Certaines étaient des échanges banals, d'autres, elle recevait directement un ordre de travail ou une directive. L'un des moments qui l'a le plus marqué fut celui où Hitler est entré dans le bureau et l'a personnellement remercié pour son travail. Il est entré, s'est planté devant moi et m'a dit « Bon travail, j'ai entendu dire que vous êtes très efficace ». J'étais complètement paralysé. Il était impossible de ne pas ressentir le poids de sa personne. Elle se souvient également de ça. Présence lors de plusieurs projections de films. Hitler possédait un cinéma privé au Berghof et aimait y regarder des films, souvent allemands ou des productions suédoises et américaines capturées en compagnie d'Eva Braun et de ses assistants. Le personnel technique et quelques secrétaires étaient autorisés à y assister. Elisabeth y assista à plusieurs reprises, mais se souvient de l'atmosphère plus solennelle que festive. Ce n'était pas amusant. C'était comme assister à un rituel. Personne ne riait, personne ne parlait. On voyait que tout le monde voulait lui faire plaisir. Alors que le front de l'Est s'effondrait et que les bombardements alliés s'intensifiaient, le Berghof cessa d'être un refuge paisible. En 1944, Calamer remarqua une augmentation des visites de hauts responsables militaires et l'atmosphère devint de plus en plus tendue. Bien que les employés ne fussent pas informés des nouvelles du front, des rumeurs circulaient. Le service postal ralentit et les restrictions se durcirent. Au printemps 1945, le Berghof fut évacué. Calamer fut renvoyé à Salzbourg juste avant que les forces alliées ne commencent à bombarder la région. Peu après, le Berghof fut partiellement détruit par des raids aériens britanniques, puis démoli par les forces américaines pour éviter qu'il ne devienne un sanctuaire néo-nazi. Après la guerre, Elisabeth Calamer garda le silence pendant des décennies sur son expérience au Berghof. Non pas par crainte de représailles, mais parce qu'elle estimait que son rôle n'avait pas eu d'importance historique. De plus, la stigmatisation liée au service dans la résidence privée d'Hitler était difficile à surmonter dans l'Autriche d'après-guerre. Elle travailla comme enseignante, puis comme agent de voyage. Ce n'est que dans sa vieillesse, déjà à la retraite, qu'elle commença à raconter ses mémoires et participa à plusieurs interviews télévisées, principalement en Allemagne et en Autriche, entre 2005 et 2018. Dans l'une d'elles, pour la chaîne allemande ZDF, elle expliqua « Je me suis longtemps demandé si je devais dire quelque chose, mais ensuite je me suis dit « Si des gens comme moi ne racontent pas ce que c'était vraiment, d'autres inventeront des histoires. » Son témoignage se distingue par son ton mesuré. Calamer ne cherche ni à justifier ni à accuser. Elle décrit simplement ce qu'elle a vu et vécu, sans drame ni omission. « Je n'ai vu ni crime ni violence. Mais j'ai vu comment un régime pouvait tout envelopper d'une aura d'ordre, de propreté et d'efficacité. Et derrière cette façade se cachait l'horreur du monde extérieur. » Elisabeth Calamer a vécu jusqu'à 96 ans. Elle est décédée en 2023, laissant derrière elle un héritage oral inhabituel. Celui d'une personne qui a travaillé en étroite collaboration avec Hitler sans être complice ni victime directe et qui a su maintenir la distance émotionnelle nécessaire pour raconter clairement son expérience. Dans ses récentes interviews, elle a répété qu'elle ne regrettait pas d'avoir raconté son histoire. « Ce n'était qu'une année de ma vie, mais elle m'accompagne depuis le reste. » Traudl Jung, la secrétaire qui devait devenir l'héritière d'Hitler. Traudl Jung est née à Munich en mars 1920 sous le nom de Gertrude Humps. Elle entrera dans l'histoire avec son nom abrégé en son nom d'épouse. Elle voulait devenir danseuse mais n'a pas été acceptée à l'académie. Alors qu'elle étudiait la dactylographie, elle s'est enrôlée, comme tant d'autres, dans les jeunesses hitlériennes. À 22 ans, on lui a proposé un poste au siège du gouvernement. À son arrivée à la chancellerie, elle a été surprise. Le Führer en personne lui a fait passer un entretien. Il lui a demandé son âge et quelques informations personnelles. Il a fait une grimace de dégoût en apprenant qu'elle n'était pas mariée.
Je n'embauche généralement pas de jeunes femmes célibataires. Ensuite, elles se marient et partent. » Elle a répondu rapidement et docilement. « Mon Führer, j'ai déjà vécu 22 ans sans homme. Cela ne me pose aucun problème. » Il l'a ensuite rassurée et lui a dit que tout le monde fait des erreurs et qu'elle ne ferait pas exception. Il lui demanda de mettre une feuille de papier dans la machine à écrire et commença à dicter. Traudel était si nerveuse qu'elle tapait chaque lettre, presque chaque mot contenant une faute. Un aide de camp interrompit la dictée. Hitler était venu pour une consultation urgente. Cet incident fortuit aurait pu sauver le poste de Traudel, mais la condamnerait aussi pour le reste de sa vie. La jeune femme eut le temps de corriger chacune de ses erreurs. Et lorsque Hitler revint dans la pièce, la feuille était impeccable. Elle fut embauchée l'après-midi même. Hitler régla immédiatement le problème du célibat de la plus jeune de ses secrétaires. Il la présenta à un officier qui travaillait là-bas, Hans Jung, et les exhorta à se marier. Ils obéirent tous deux. Quelques mois plus tard, Hans fut envoyé au front. Il mourut quelque temps plus tard au combat en Normandie. Après la défaite de Stalingrad, Hitler cessa de partager les repas avec les officiers et les ministres. Il ne voulait pas qu'ils lui parlent de leurs problèmes. Il ne voulait pas entendre la vérité. Il prenait donc ses 4 repas quotidiens avec chacune de ses secrétaires. Elles lui parlaient des films qu'elles allèrent voir, se transmettaient des ragots et le flattaient. Traudel Jung soulignait que Hitler avait 2 personnalités et qu'elle et le reste de son entourage féminin ne voyèrent que son côté aimable et charmant. Ce cercle de femmes comprenait ses 3 autres secrétaires, Eva Braun, l'épouse de son médecin personnel, Annie Brandt, Maria von Bellow, l'épouse d'un de ses conseillers militaires, et Margret, l'épouse d'Albert Speer. Dans ses mémoires, elle se souvient « Je dois l'admettre, j'étais fasciné par Hitler. C'était un patron bienveillant et même une figure paternelle. J'ignorais délibérément tous les signaux d'alarme et toutes les voix qui s'éveillaient en moi, et j'ai apprécié être avec lui presque jusqu'à la fin. » La secrétaire d'Hitler affirmait que son patron possédait un pouvoir d'attraction unique et hypnotique. Il ne suffirait pas de le qualifier de charisme, mais de quelque chose de plus. Et ce n'était pas seulement sa jeunesse qui l'avait fait succomber à cette influence, mais les généraux et les ministres partageaient son sentiment et ne pouvaient le contredire. Dans ses mémoires, Traudel se souvient d'une journée particulièrement heureuse, le 20 juillet 1944. Ce jour-là, Hitler avait été victime d'un attentat. Les secrétaires apprirent la nouvelle et allèrent à sa rencontre, effrayés. L'apparence d'Hitler était presque pathétique. Ses cheveux étaient dressés sur sa tête, ébouriffés, ses yeux hagards, son visage sale, son pantalon en lambeaux. Mais aucune inquiétude ne se lisait sur son visage. Il exultait. Il croyait que sa survie était le signe que tout irait bien, que c'était la preuve qu'il était sur la bonne voie, qu'il était indestructible. Le destin m'a protégé. C'est le signe que je dois mener ma mission à son terme, dit-il. Une visite de Mussolini était prévue cet après-midi-là. Non seulement il ne l'annula pas, mais, euphorique, il emmena le Ducé sur les lieux de l'attentat pour lui montrer comment il avait survécu. En janvier 1945, Traudel entra dans le bunker avec le Führer. Il n'en sortirait qu'à la fin de la guerre. L'atmosphère du bunker était irréelle, l'air vicié, l'illusion d'une vie quotidienne normale, l'enfermement, la déconnexion avec la réalité. Ces derniers jours, pour couronner le tout se déroulait avec en arrière-plan le grondement assourdissant des bombes tombant sur Berlin. Le 22 avril, après une réunion avec les généraux et ses hommes de confiance, Hitler sembla accepter la réalité pour la première fois. Lorsqu'il partit, il était abattu. Il rassembla les femmes et leur annonça leur défaite. Il les exhorta à s'enfuir, prétextant qu'entre-temps, il allait se suicider. Eva Braun s'approcha de lui et l'embrassa sur la bouche. C'était la première fois que cela se produisait en public. « Je reste », dit-elle. Traudel répéta la même chose presque sans réfléchir, sans douleur, sans désespoir, sans savoir pourquoi elle avait dit cela. Peut-être parce qu'elle ne pouvait imaginer où aller ailleurs, ne pouvait imaginer la vie sans la guerre, sans Hitler. « Si seulement mes généraux avaient votre courage », dit le Führer. Le lendemain, Hitler distribua des pilules de cyanure à ceux qui étaient restés avec lui dans la clandestinité. Après son mariage avec Eva Braun, tout se déroula comme un cauchemar. On aurait dit des scènes d'un film décalé.
il y eut une célébration, un toast triste. Magda Goebbels arpentait la pièce comme un fantôme. Elle rejetait toutes les propositions qu'on lui faisait d'emmener ses enfants loin de là et de les mettre en sécurité. « Je préfère qu'ils meurent ici plutôt que de survivre dans l'indignité d'une Allemagne vaincue », disait-elle. Elle les empoisonnerait et les tuerait tous les 6 avant de se suicider. Pendant ces heures, des hommes qui n'avaient jamais osé lever les yeux devant Hitler commentaient bruyamment ses paroles et fumaient en sa présence. Comme s'il n'était plus là, certains osaient même plaisanter. Quand le Führer mourra, nous devrons garder la tête haute, tant que nous l'aurons. Nous n'étions plus capables d'éprouver des sentiments normaux, nous ne pensions qu'à la mort. Quand Hitler et Eva mourraient, quand ils mourraient, quand les 6 enfants qui vivaient avec nous seraient assassinés, et bien sûr quand et comment nous mourrions. Hitler fit venir Traudl dans son bureau. Il lui demanda comment elle se sentait, si elle avait besoin de quelque chose. « Je vais vous dicter quelque chose. Êtes-vous prête à prendre des notes ?» Avant qu'elle puisse répondre, il commença à dicter. Solennellement et sans autre explication, il donna le titre du document « Mon testament ». La secrétaire mit quelques secondes avant de commencer à taper sur les touches. Elle le fixa du regard. Puis elle se mit à imiter les paroles du Führer. Il était moins frénétique que d'habitude. Il n'y avait que de la défaite dans sa voix sourde, mais même dans ces derniers instants, il ne reprit pas ses esprits. À ce moment-là, je croyais être la première personne au monde à comprendre pourquoi tout cela était nécessaire, que je dirais quelque chose qui l'expliquerait, le justifierait, nous apprendrait quelque chose. Mais mon Dieu! Lorsqu'il commença à dicter la liste des ministres qu'il désignait pour succéder à son gouvernement d'une manière aussi grotesque, je trouvais la situation très indigne. Il répéta les mêmes phrases sur son ton habituel, calmement. Et, pour finir, il employa à nouveau ces mots terribles pour désigner les Juifs. Après tout ce désespoir, toutes ces souffrances, il n'eut pas un seul mot de compassion ou de douleur. Après le suicide d'Hitler, Traudl quitta le bunker accompagné d'autres survivants. Pour la première fois, elle vit Berlin détruite. Les colonnes de fumée, les décombres, les rues et les bâtiments détruits, l'odeur de la mort, la faim à chaque coin de rue. Ni elle, ni Hitler, ni personne dans leur entourage n'avait jamais vu une ville détruite. Nous voyagions avec les stores. Nous avons traversé l'Allemagne à bord de trains spéciaux. Et quand nous sommes arrivés à Berlin de nuit, le conducteur a cherché les blocs les moins endommagés possibles, et nous avons passé les 4 derniers mois dans le bunker. Elle marchait comme un zombie, tout lui semblait étranger. Des vieillards en pleurs, des enfants courant ou escaladant une montagne de restes d'une maison, des femmes aux vêtements arrachés, abandonnées au coin d'une rue, plusieurs cadavres par bloc, des bras et des jambes mutilés, des gens qui avaient vieilli subitement. Elle marchait on ne sait où. Elle n'avait rien, sauf une pilule de cyanure dans sa poche. Une autre secrétaire fut capturée par les soviétiques et violée pendant plusieurs jours. Traudl Jung s'est enfui dans le secteur ouest, mais a dû rentrer et a été capturée par l'armée rouge. Elle n'a pas raconté ce qui s'était passé pendant ces jours de détention. Elle a ensuite été emmenée aux mains des Britanniques où elle a été interrogée de manière exhaustive sur sa relation avec Hitler et sa vie dans le bunker. Elle fut l'une des sources directes utilisées par l'historien Hugh Trevor Roper pour déterminer le suicide d'Hitler. En 1947, elle fut dénazifiée. Traudl évita de mentionner ses activités pendant la guerre. Elle reprit son travail de secrétaire, puis entra dans une maison d'édition. À 2 reprises, elle tenta de s'installer en Australie avec sa sœur, mais les autorités locales la rejetèrent en raison de son passé nazi. Le reste de sa vie fut une lutte constante pour se cacher, éviter les accusations, comprendre ses actes, nier ce qu'elle avait vu. Elle se débattit avec ses propres contradictions, avec l'histoire, avec le poids d'avoir côtoyé un monstre sans l'avoir vu. En 2002, elle publia jusqu'au dernier moment ses mémoires. Cette nudité donna plus de force aux propos de cette femme âgée qui vivait avec le remords, la culpabilité et le chagrin de ne pas avoir vu, de ne toujours pas comprendre ce qui s'était passé. Au cours de ces dernières années de réflexion et d'exposition publique, Traudl Jung a déclaré « Je me contentais de penser que je n'étais personnellement pas responsable et que j'ignorais toute l'ampleur de la situation. Mais un jour,
Je suis passé devant la plaque commémorative de Sophie Scholl et j'ai vu qu'elle était née la même année que moi et qu'elle avait été exécutée l'année même où j'étais parti avec Hitler. À ce moment-là, j'ai compris qu'être jeune n'était pas une excuse. Elle est décédée d'un cancer à l'âge de 81 ans, le 10 février 2002, il y a 20 ans. Peu après la publication de ses mémoires et le lendemain de la première mondiale du documentaire au Festival de Berlin, elle avait annoncé « Maintenant que j'ai raconté mon histoire, je peux mourir ». Rochus Misch, le garde du corps qui a accompagné Hitler jusqu'à son dernier jour. Rochus Misch est né le 29 juillet 1917 à Alt-Salkowitz, une petite ville de Silésie. Orphelin très jeune, ses parents étant décédés alors qu'il avait à peine 2 ans, il a été élevé par ses grands-parents maternels. Dans la pauvreté de l'après-guerre et la désintégration de la République de Weimar, Misch a grandi dans un environnement profondément nationaliste, influencé par la crise économique, le ressentiment post-Versailles et la promesse de rédemption offerte par le national-socialisme. En 1937, à l'âge de 20 ans, il a rejoint la SS Verfügungstruppe, l'organisation de combat paramilitaire qui deviendra plus tard la Waffen-SS. Il a été affecté au régiment SS Leibstandarte Adolf Hitler, la garde personnelle du Führer. Bien que sa motivation initiale fût de servir l'Allemagne en tant que soldat, il se retrouva rapidement mêlé au rouage du culte du chef. Il se souviendra plus tard. « Ma première rencontre avec Hitler fut assez étrange. J'étais en poste depuis 12 jours lorsque le principal assistant d'Hitler, un certain Bruckner, commença à me poser des questions sur ma grand-mère et mon enfance. Puis il se leva et se dirigea vers la porte. En bon soldat obéissant, je me précipitai pour ouvrir et Hitler se tenait là, juste derrière la porte. J'eus froid, puis chaud. J'éprouvais toutes les émotions, là, devant Hitler. Son travail, bien qu'appartenant à une force paramilitaire, consistait à assurer la sécurité d'Hitler, comme il l'expliquera en détail. Dans l'entourage du Führer, nous étions en fait des gardes du corps. Lorsque Hitler voyageait, nous étions 4 à 6 à l'accompagner dans une deuxième voiture. Mais lorsque nous étions dans l'appartement d'Hitler à la chancellerie, nous avions également d'autres tâches. 2 d'entre nous travaillaient toujours comme standardistes. Avec un chef comme Hitler, il y avait toujours un nombre considérable d'appels. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939, Misch participa à l'invasion de la Pologne. Lors d'un engagement, il fut grièvement blessé à la poitrine. Après une longue convalescence, il fut déclaré inapte au combat et réaffecté à des fonctions de sécurité. Cette mutation changea radicalement son destin. Il fut sélectionné pour rejoindre l'équipe de communication et de sécurité directe d'Adolf Hitler au sein du quartier général et des résidences du Führer. À partir de 1940, Misch travailla comme opérateur téléphonique et fut responsable des lignes de communication sécurisées du Führer. Sa position le plaçait à un poste clé. Il était l'intermédiaire entre Hitler et ses généraux, ses ministres et ses alliés étrangers. Il ne décidait de rien, n'émettait aucun avis, mais écoutait tout. Il connaissait les voix, les tensions, les tons et les silences de chaque nazi important. Des couloirs du Berghof aux bunkers mobiles du front de l'Est, sa présence était une constante invisible. Contrairement aux autres membres de l'entourage d'Hitler, Rochus Misch ne faisait pas partie du cercle intime et n'avait pas non plus d'accès direct aux décisions du pouvoir. Mais il vivait parmi eux. Il était présent dans les salles d'attente, dans les pièces attenantes, dans les centres de commandement. Sa connaissance du quotidien du Führer était absolue. Horaire, tempérament, absence, visite. Toujours derrière un tableau de communication, connecté à un réseau qui soutenait le régime dans l'ombre. Sa loyauté était structurelle, presque mécanique. Il n'était ni un idéologue, ni un fanatique. Plutôt un rouage qui n'hésitait jamais à tourner quand il le fallait. Le même chapitre lorsqu'Adolf Hitler se réfugia dans le Führerbunker au début de 1945, Rochus Misch fut transféré avec lui. Son rôle d'opérateur de communication faisait de lui un élément essentiel du maintien du contact avec les vestiges de la structure militaire et administrative du Reich. Lors d'entretiens, l'opératrice déclarait « Je travaillais dans une petite pièce équipée d'un téléphone et d'un téléscripteur avec lignes extérieures. Le quartier général d'Hitler, en Pologne orientale, était connu sous le nom de Wolfschanz. Il n'y avait de la place que pour une personne de plus dans ma chambre, en cas de raid aérien. Le bunker n'était pas très grand. Il contenait de petites pièces d'à peine 10 ou 12 mètres carrés.
Depuis cette petite pièce revêtue d'acier et de béton, Misch contrôlait le central téléphonique souterrain qui reliait encore Hitler à ses généraux disséminés dans ce qui restait du Reich. Le monde s'effondrait à la surface, mais il entendait encore des voix. Le chaos des dernières semaines était total. La chancellerie du Reich était constamment bombardée, les entrées étaient détruites et les communications de plus en plus erratiques. Misch, cependant, resta à son poste, effectuant des rotations avec d'autres opérateurs et techniciens. Il recevait et transmettait des ordres souvent incompréhensibles, adressés à des divisions inexistantes ou à des commandants déjà décédés. Les vestiges du cercle intime d'Hitler se croisaient dans les couloirs du bunker. Joseph et Magda Goebbels, Martin Bormann, Otto Günsch, Heinz Ling, le général Wilhelm Mohnke et les secrétaires particuliers du Führer. Misch ne participait pas aux décisions, mais il était là, toujours présent. Il observait, écoutait et enregistrait mentalement. Sa mémoire était sa seule archive. Dans les jours précédant le suicide d'Hitler, l'atmosphère devint étouffante. Les nouvelles de l'avancée soviétique étaient accablantes. Berlin était encerclé et la reddition semblait inévitable. Le 30 avril 1945, après avoir reçu des instructions sur son testament politique, Hitler s'enferma avec Eva Braun dans sa chambre privée. Quelques minutes plus tard, le coup de feu retentit, bien que Misch, selon ses propres termes, n'ait pas réalisé ce qui se passait. Soudain, j'ai entendu quelqu'un crier à l'assistant d'Hitler « Linge, Linge, je crois que c'est fini ». Ils avaient entendu un coup de feu, mais pas moi. À ce moment-là, Martin Bormann, le secrétaire particulier d'Hitler, ordonna le silence. Tout le monde commença à chuchoter. J'étais au téléphone et je parlais volontairement plus fort car je voulais entendre quelque chose. Je ne voulais pas donner l'impression que nous étions dans un bunker de la mort. Puis Bormann ordonna d'ouvrir la porte de Hitler. J'ai vu Hitler affalé, la tête sur la table. Eva Braun était allongée sur le canapé, la tête tournée vers lui. Ses genoux étaient pressés contre sa poitrine. Elle portait une robe bleu foncé à volants blancs. Je ne l'oublierai jamais. Peu après, il assista au transfert des corps dans le jardin, à la crémation et à la clôture définitive du cycle hitlérien. J'ai regardé Hitler s'enrouler. Ses jambes étaient tendues, tandis qu'il le portait devant moi. Quelqu'un m'a crié « Montez vite, il brûle le chef !» J'ai décidé de ne pas y aller, car j'avais remarqué la présence de Müller de la Gestapo, qui n'était pas là d'habitude. J'ai dit à mon camarade Henschel, le mécanicien, « Peut-être qu'ils nous tueront parce que nous sommes les derniers témoins. » Misch est resté dans le bunker quelques jours encore. Il fut l'un des derniers à utiliser la ligne téléphonique, essayant d'établir le contact avec des unités allemandes ou des officiers soviétiques pour négocier une reddition. Immédiatement après la mort d'Hitler, Madame Goebbels est descendue dans le bunker avec ses enfants, se souvient M. Misch. Elle s'est préparée à les tuer. Elle n'aurait pas pu le faire à la surface, d'autres personnes l'en auraient empêché. C'est pour cela qu'elle est descendue, car personne d'autre ne pouvait entrer dans le bunker. Elle est descendue exprès pour les tuer. Les enfants étaient juste à côté et derrière moi. Nous savions tous ce qui allait se passer. C'était clair. J'ai vu le médecin d'Hitler, le docteur Stumpfegger, donner à boire aux enfants, une boisson sucrée. Puis, Stumpfegger est allé les aider à tuer. Nous savions tous ce qui se passait. 1 heure ou 2 plus tard, Madame Goebbels est sortie en pleurant. Le 2 mai, lorsque les soldats de l'armée rouge sont entrés dans le camp, il a été capturé. Contrairement à d'autres hiérarques, Rochus Misch n'était pas considéré comme un criminel de guerre. Il a été interrogé en profondeur par le NKVD et sa connaissance des communications internes du Reich en a fait une source d'information stratégique. Il a été transféré dans plusieurs prisons soviétiques, puis envoyé au camp de prisonniers de guerre de Vorkuta, en Sibérie, où il a passé 9 ans. En 1954, il a été libéré et est retourné à Berlin-Ouest. Il y a ouvert une petite entreprise de peinture et de papier peint. Il a vécu dans un relatif anonymat pendant des décennies, jusqu'à ce que, dans les années 2000, il commence à attirer l'attention du public pour avoir été le dernier membre survivant de l'équipe du Führer Bunker. Contrairement à d'autres, il n'a jamais manifesté de remords. Dans des interviews et des mémoires, il a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne connaissait rien à la politique et qu'il se contentait de suivre les ordres. En 2006,
Il a publié ses mémoires. J'étais avec Hitler, les derniers témoins du bunker. Le livre a suscité la controverse. Il y a fait preuve de loyauté envers le Führer jusqu'au bout et a évité toute condamnation morale du régime nazi. Pour certains, c'était la voix d'un témoin honnête. Pour d'autres, une tentative de se dédouaner de ses responsabilités. Rochus Misch est décédé le 5 septembre 2013 à l'âge de 96 ans. Il était le dernier survivant du Führerbunker. Sa vie, comme son poste aux centrales téléphoniques, fut marquée par le bruit de fond du pouvoir et le silence final de l'effondrement. Plus tard, il reconnaîtrait n'avoir jamais remis en question le régime, il s'était contenté d'obéir. Sa position sur les horreurs du nazisme était claire. Je connaissais le camp de Dachau et les camps de concentration en général, mais je n'avais aucune idée de leur ampleur. Cela n'a pas fait partie de nos conversations. Les procès de Nuremberg ont abordé les crimes commis par les Allemands, mais nous devons nous rappeler qu'il n'y a jamais eu de guerre sans crime et qu'il n'y en aura jamais. Pendant les années de guerre, Misch accompagna Hitler dans tous ses déplacements stratégiques. La campagne de l'Ouest, la visite à Paris, les réunions à Wolfschanz, les déplacements entre Berlin et la Bavière. Il installa des stations de communication, supervisa les transmissions et assura la confidentialité. Son nom n'apparaissait ni sur les documents ni dans les discours, mais son rôle était indispensable. Lorsque la guerre prit un tournant irréversible en 1943 et que le Reich commença à perdre du terrain sur tous les fronts, Misch fut transféré définitivement au Führerbunker où il gérait le central téléphonique du bunker souterrain. Là, il travailla dans des conditions extrêmes, entre appels désespérés, ordres suicidaires et communications inutiles avec le monde extérieur. Sa vie, comme celle du régime qu'il servait, se réduisit à un écho de fils et de parasites. Durant ces années, Rochus Misch assista silencieusement à l'effondrement du pouvoir qu'il servait depuis sa jeunesse. Il connut la peur des généraux, l'angoisse des secrétaires, le désespoir des assistants et le déclin physique d'Hitler. Mais son rôle était clair, maintenir le lien, même lorsqu'il n'y avait plus rien à relier. Heinz Linge, le valet d'Hitler qui assista à sa fin. Le 27 avril 1945, Hitler me fit venir dans son bureau. Les Russes avançaient sur Berlin et même le Führer, d'ordinaire si optimiste, commençait à comprendre que la défaite était inévitable. Il s'était complètement isolé, ne voulant voir personne d'autre qu'Eva Braun et moi. Il n'avait même pas hâte de fêter ses 55 ans. Sans préambule, Hitler s'adressa à moi. « Je voudrais vous remettre à votre famille. » Je l'interrompis. « Mon Führer, j'ai été à vos côtés dans les bons moments et je resterai à vos côtés dans les mauvais. » Calmement, il accepta mon insistance. « J'ai une autre tâche personnelle à vous confier. Vous devriez avoir des couvertures en laine dans ma chambre et assez d'essence pour 2 crémations. Je vais me suicider ici même avec Eva Braun. Vous envelopperez nos corps dans des couvertures de laine, les emmènerez dans le jardin, puis les brûlerez. »« Jawohl, mon Führer » balbutiai-je en tremblant. Il n'y avait plus rien à dire. Vite, les genoux au bord de la rupture, je laissai Hitler seul. 3 jours plus tard, il était mort. Lorsque j'ouvris la porte de sa chambre, je vis un spectacle que je n'oublierai jamais. Lui et Eva étaient affalés sur le canapé fleuri. Hitler s'était tiré une balle dans la tempe droite. Sa tête était penchée vers le mur et son sang avait éclaboussé la moquette. À sa droite était assise Eva, les jambes repliées et le visage crispé, trahissant la cause de sa mort. Un empoisonnement au cyanure. Ce sont les derniers souvenirs rapportés par Heinz Linge, ancien valet de chambre d'Hitler, qui l'accompagna jusqu'à ses derniers jours. Linge naquit le 23 mars 1913 à Brême, issu d'une famille modeste et d'une formation technique. Après avoir travaillé comme apprenti maçon avant d'être entraîné dans la mystique grandissante du national-socialisme, il s'engagea dans la SS en 1933, peu après l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Son attitude disciplinée, son apparence soignée et son attitude serviable attirèrent l'attention de ses supérieurs. En 1935, il fut sélectionné pour rejoindre l'équipe d'assistants personnels du Führer. Contrairement à Otto Günsche, Linge ne venait pas d'un milieu purement militaire. Son rôle était plus domestique mais non moins important. Il était le valet personnel d'Hitler, responsable de son hygiène, de ses vêtements, de sa routine quotidienne et de ses espaces privés.
Dans la structure rigide du Troisième Reich, de telles tâches n'impliquèrent pas la servitude, mais une confiance absolue. Mon travail consistait à trier les journaux du matin et les premières dépêches internationales que je déposais sur une chaise devant sa chambre. Je le réveillais à 11 heures. Hitler se levait, récupérait le courrier et le lisait au lit, à côté duquel se trouvait une boîte à thé avec des livres, des journaux, ses lunettes et une boîte de crayons de couleur. J'étais chargé de lui fournir du matériel d'écriture et des lunettes, car il n'aimait jamais être vu avec en public, considérant cela comme un signe de faiblesse. J'avais toujours une paire de lunettes de rechange sur moi lors de nos voyages, car il les cassait souvent en les manipulant à la main, ruminant un problème. Linge était l'une des rares personnes autorisées à entrer dans la chambre d'Hitler sans prévenir. Son rôle exigeait discrétion, silence et loyauté inconditionnelle. Pendant plus de 10 ans, Heinz Linge fut témoin privilégié de la vie privée du Führer. Il connaissait ses habitudes, ses phobies, ses obsessions. Elle l'aidait à s'habiller, à ranger ses affaires, à préparer ses repas et était présente à chaque instant de la journée, même en déplacement. Cette proximité faisait de Linge une figure presque invisible, mais pourtant indispensable. Elle fut même l'un des témoins les plus proches de la détérioration de la santé d'Hitler. Pendant les 10 années où je l'ai connu, je me suis constamment inquiété de sa santé et son déclin physique a commencé tôt. Fin 1942, alors que les combats à Stalingrad atteignaient un tournant, sa main gauche se mit à trembler. Il s'efforça de la contenir et de la cacher, la pressant contre son corps ou la tenant fermement de la main droite. Puis, en 1943, il sembla vieillir presque du jour au lendemain. Fin 1944, il se déplaçait mollement, penché en avant et de côté. S'il voulait s'asseoir, il fallait lui installer une chaise. À l'apogée du Troisième Reich, Linge participait aux événements officiels, banquets, réunions de haut niveau et rencontres diplomatiques, toujours à distance de sécurité, c'est-à-dire à un pas d'Hitler. Il n'exprimait pas son opinion, n'intervenait pas et ne laissait aucune trace. Sa présence, cependant, était constante. Il était le témoin silencieux de l'évolution physique et mentale du dictateur, de l'orateur charismatique des années 1930 à l'homme paranoïaque et malade de ses derniers jours. À partir de 1943, avec le début des revers militaires sur le front de l'Est et la pression croissante des Alliés à l'Ouest, Linge remarqua les premiers signes de la dégradation d'Hitler. Sa démarche devint plus raide, le tremblement de sa main gauche plus perceptible et son tempérament plus colérique. Dans ses mémoires, Linge se souvient, Hitler parlait de plus en plus du passé. Sa santé se détériorait et avec elle son moral. Il commença à se méfier de son entourage. À cette époque, je n'aurais pas pu être plus attentive et vigilante, et le Führer, qui me faisait une confiance absolue, le savait. Il a dit un jour, « Linge, quand tu es assis ou debout derrière moi, je me sens plus en sécurité que si un Obergruppenführer, le plus haut gradé de la SS, prenait ta place. » À Berlin, son anniversaire, le 20 avril, fut un événement discret. Et 7 jours plus tard seulement, il m'a fait part de son projet de mourir aux côtés d'Eva. Malgré cela, Linge ne s'écarta pas. Il était un serviteur, pas un confident. Sa loyauté était scellée. Lorsque Hitler s'installa dans le Führerbunker en janvier 1945, Linge l'accompagna sans hésiter. Durant les mois de détention, sa tâche s'intensifia. Elle maintenait une routine spartiate, préparer les vêtements, coordonner le ménage, ranger les espaces privés et assister aux réunions. Elle était également l'une des rares à entrer régulièrement dans la chambre d'Hitler et dans les pièces où séjournait Eva Braun. Sa proximité avec eux lui permit d'assister aux derniers instants d'intimité du couple. Le 29 avril 1945, Linge fut celle qui aida Hitler à habiller son mariage symbolique avec Eva Braun. Cette même nuit, elle l'accompagna pendant qu'il rédigeait ses testaments politiques et personnels. Dans ces documents, Hitler désignait ses successeurs et ordonnait la destruction de sa dépouille pour éviter qu'elle ne soit exposée comme des trophées. À 3h15, j'ai demandé vos ordres pour la dernière fois. Avec un calme apparent et à voix basse, comme pour m'envoyer chercher quelque chose dans le jardin, il dit « Linge, je vais me tirer une balle. Vous savez ce que vous avez à faire. » Je saluais, et tandis qu'il faisait 2 ou 3 pas fatigués vers moi, il leva le bras droit pour faire le salut hitlérien pour la dernière fois de sa vie. Je tournai les talons, fermai la porte et me dirigeai vers la sortie du bunker.
Au milieu du vacarme des obus soviétiques, un coup de feu retentit. Sa vie était finie. La mienne ne serait plus jamais la même. Le lendemain, 30 avril, Linge se tenait à quelques mètres de là lorsque Hitler et Eva Braun s'enfermèrent dans leurs appartements privés. Quelques minutes plus tard, elle entendit le coup de feu. Accompagnée d'Otto Günsche, elle entra dans la pièce et découvrit les corps sans vie. Hitler s'était tiré une balle dans la tempe. Eva avait ingéré du cyanure. Suivant des ordres stricts, Linge et Günsche transportèrent les corps dans le jardin de la chancellerie, les arrosèrent d'essence et les incinérèrent. Linge resta dans le bunker plusieurs jours encore, organisant les dernières tâches et détruisant des documents. Finalement, il tenta de s'enfuir déguisé à travers les décombres de Berlin, mais fut capturé par les Soviétiques le 2 mai 1945. À Moscou, il fut longuement interrogé par le NKVD. Son témoignage sur les derniers jours d'Hitler fut considéré comme essentiel pour confirmer officiellement sa mort. Il passa 10 ans en captivité en Union soviétique dans des conditions extrêmement difficiles. Libéré en 1955, il retourna en Allemagne de l'Ouest. Contrairement à Günsche, Heinz Ling publia ses mémoires. Il y décrit en détail la vie quotidienne d'Hitler, sa routine et ses obsessions. Il mourut le 9 mars 1980, laissant derrière lui le témoignage d'un homme qui vécut dans l'ombre du pouvoir absolu jusqu'à la fin. Otto Günsche, l'officier qui exécuta le dernier ordre d'Hitler. Otto Günsche naquit le 24 septembre 1917 à Iéna, en Thuringe. Fervent nationaliste dès son plus jeune âge, il s'engagea dans la Waffen-SS en 1936, à seulement 19 ans. Sa discipline, son obéissance et son parcours académique le conduisirent rapidement à des postes de confiance et, en 1940, il fut choisi comme assistant personnel du Führer. Sa proximité avec l'entourage d'Hitler se consolida en 1943 lorsqu'il fut officiellement nommé adjudant personnel, officier de liaison personnelle chargé de coordonner toutes ses activités de logistique, de sécurité et de planification. Jeune, sportif et méticuleux, Günsche était constamment présent aux réunions du Führer. Son devoir était d'être toujours à la disposition directe d'Hitler, de recevoir ses instructions personnelles et de les transmettre immédiatement aux autorités compétentes. Non seulement il assistait aux réunions avec les généraux, les ministres et les invités, mais il était également chargé d'organiser le quotidien du dictateur, des voyages en train et en avion à la sécurité des bunkers. Blessé à plusieurs reprises, il gagna le respect des officiers pour sa loyauté absolue. Günsche était également présent lors de l'attentat du 20 juillet 1944, lorsque Klaus von Stauffenberg posa une bombe dans la salle de réunion de Wolfschanze. Blessé, il survécut et resta aux côtés de Hitler jusqu'à la fin. Dans ses mémoires et ses déclarations aux Soviétiques, Günsche détailla les derniers jours du régime. Il fut directement responsable de l'exécution de l'un des ordres les plus symboliques et les plus importants du XXe siècle, la crémation du corps d'Adolf Hitler. Le 30 avril 1945, après le suicide du Führer et d'Eva Braun, c'est Günsche qui organisa le transfert des corps dans le jardin de la chancellerie du Reich et coordonna l'incinération des restes. Dans son témoignage devant le NKVD soviétique, daté de 1945, il écrivit « Il m'a personnellement donné l'ordre. Je veux que mon corps soit brûlé immédiatement. Je ne veux pas que les Russes l'exhibent comme Mussolini. Je lui ai assuré que ce serait le cas, et je l'ai fait. » Sans instant, avec Erich Kempka et Heinz Ling, Günsche arrosa les corps d'essence et supervisa l'incinération. Il resta là à les observer, accomplissant ce qu'il appelait son ultime devoir de loyauté. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il ne s'était pas échappé à ce moment-là, il répondit « Ce n'était pas possible. Mon devoir n'était pas terminé. Je devais m'assurer que le corps soit réduit en cendres et qu'il ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. » Suite à cet incident, Günsche tenta de s'échapper de Berlin dans la nuit du 1er mai, mais fut capturé par les troupes soviétiques le 2 mai 1945. Il fut emmené à Moscou, où il resta en prison pendant 12 ans jusqu'à sa libération en 1956. Durant sa détention, il fut longuement interrogé, notamment sur la mort d'Hitler. Pendant des années, les Soviétiques se méfièrent de la version du suicide, et Günsche joua un rôle essentiel dans la confirmation des faits.
Dans un de ses rapports au NKVD, daté de 1946, il nota « Je l'ai vu mort de mes propres yeux. Il lui a tiré une balle dans la tempe droite. Eva Braun était assise à côté de lui. Son corps ne présentait aucune trace de violence. Les deux corps ont été placés l'un contre l'autre, recouverts, puis aspergés. Il ne fait aucun doute qu'ils sont morts là. » La valeur de son témoignage fut confirmée par d'autres membres du bunker et par les enquêtes alliées. L'historien britannique Hugh Trevor Roper, qui a mené l'une des premières enquêtes sur la mort d'Hitler, considérait les déclarations de Günch comme essentielles à la reconstitution du suicide. Après sa libération, Günch évitait la vie publique. Il vivait discrètement en Allemagne de l'Ouest, travaillant dans le secteur privé. Malgré son statut de témoin exceptionnel, il n'a jamais publié ses mémoires complets. Il a cependant collaboré de manière ponctuelle avec des journalistes et des historiens. Parmi eux, Joachim Staller, qui a recueilli des témoignages directs de Günch dans les années 1980. Dans un entretien privé cité par l'historien Ralph Georg Reuth, Günch a déclaré « Notre rôle n'était pas de l'interroger. Nous étions là pour obéir aux ordres. Je ne l'admirais pas comme un dieu, mais comme un dirigeant qui a cru, jusqu'à la dernière seconde, que l'Allemagne méritait mieux que la capitulation. » Concernant ses sentiments personnels envers Hitler, il déclarait dans cette même interview « Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement senti qu'une époque s'achevait. J'avais partagé des années de ma vie avec lui, jour et nuit, je connaissais chacun de ses gestes. Mais au fond, il n'était plus l'homme de 1940. C'était une figure brisée. » Günch, qui n'a jamais été jugé comme criminel de guerre, a également reconnu ignorer les détails de l'Holocauste. S'adressant à la presse en 1982, il a déclaré « Je n'ai jamais entendu de lui d'ordre direct d'extermination. Je savais qu'il se passait quelque chose à l'Est, mais je n'avais pas accès à cette information. Nous étions dans l'ombre du Führer, mais cette ombre ne révélait pas tout. » Il est décédé le 2 octobre 2003 en Allemagne, à l'âge de 86 ans. Jusqu'à ses derniers jours, il a maintenu la position selon laquelle Hitler s'était suicidé et que lui, Otto Günch, avait exécuté le dernier ordre du Troisième Reich avec la précision qui avait caractérisé toute sa vie d'officier. Sa figure, encore aujourd'hui, symbolise la loyauté aveugle qui caractérisait les derniers hommes du bunker, des jeunes hommes formés à l'obéissance, prisonniers d'un système où la volonté d'un seul homme faisait loi. Johanna Wolf, l'ombre silencieuse derrière la machine à écrire. Johanna Wolf est née le 1er juin 1900 à Munich, en Allemagne, dans une famille de la classe moyenne. Fille d'un fonctionnaire, elle a été éduquée à une époque où les femmes occupaient rarement des postes à responsabilité. Pourtant, dès son plus jeune âge, Wolf a démontré des compétences remarquables en dactylographie et en sténographie, ce qui l'a conduite à intégrer le cercle intime de l'un des dictateurs les plus célèbres de l'histoire moderne. En 1929, alors qu'elle travaillait comme secrétaire chez Gregor Strauss, l'un des premiers dirigeants du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, elle a été recrutée par Rudolf Hess pour rejoindre le cabinet personnel d'Adolf Hitler. Son efficacité, sa discrétion et sa loyauté absolue ont rapidement attiré l'attention du futur dictateur. Dès lors, Wolf est devenue une figure clé de la Kanzlei des Führers, considérée comme la principale secrétaire du cercle intime d'Hitler, surpassant même d'autres figures féminines telles que Christa Schröder ou Gerda Christian. Pendant plus de 16 ans, Johanna Wolf fut témoin silencieuse de chaque étape de l'ascension et de la chute du régime nazi. Elle tapait des discours, des décrets, des lettres et des dictées de dernière minute au milieu des bombardements et des réunions du haut commandement. Contrairement aux autres collaborateurs d'Hitler, elle ne s'impliquait pas politiquement dans les décisions du régime. Son rôle, bien qu'administratif, était strictement confidentiel. Elle ne s'est jamais mariée et n'a jamais eu d'enfant. Sa vie tournait autour de son travail aux côtés d'Hitler, qu'elle appelait « le chef ». À partir de 1933, Wolf vécut dans le complexe de la chancellerie du Reich et l'accompagna ensuite au Berghof en Bavière, au Wolfschanze en Prusse orientale et enfin au Führerbunker à Berlin durant les derniers jours du Troisième Reich. Dans ses relations quotidiennes avec Hitler, Wolf développait une routine quasi cérémonielle. Il dictait en marchant ou assis, et elle prenait des notes en sténo, puis tapait le contenu sur sa machine à écrire Olympia. Elle ne commentait jamais, n'exprimait jamais d'opinion, mais elle écoutait toujours.
Après l'effondrement de Berlin, elle fut capturée le 23 mai 1945 par les forces soviétiques alors qu'elle tentait de s'échapper déguisée en infirmière, sans toutefois être jugée comme criminelle de guerre. Elle passa plus d'1 an au camp d'internement de Ludwigsburg, où elle fut interrogée à de nombreuses reprises. Elle fut ensuite libérée sans inculpation. Elle ne parla plus jamais publiquement de ses années aux côtés d'Hitler. Cependant, dans des entretiens inédits et des transcriptions d'interrogatoires conservés par les Alliés, ses propos devinrent des éléments clés pour comprendre le quotidien du dictateur. Lors d'un interrogatoire mené par les Britanniques en 1945, Wolf décrivit Hitler comme un homme méticuleux, ponctuel et réservé. Elle déclara « Il ne criait jamais. Même dans les moments de grande pression, il gardait un ton presque paternel. Avec nous, ses secrétaires, il était courtois et prudent. Je n'ai jamais été témoin d'une explosion dans son bureau, ni d'un coup sur la table. Tout le contraire de ce que le monde croit. Il était méthodique à l'extrême. » Concernant sa vie privée, elle a commenté « Nous passions de nombreuses heures avec lui, mais il ne nous parlait jamais de sujets intimes. Il parlait parfois de ses chiens ou du paysage bavarois, toujours sur un ton mélancolique. Je ne l'ai jamais vu sourire comme un homme heureux. » Ailleurs, lorsqu'on lui a demandé si elle avait parfois douté des actions du régime ou d'Hitler en particulier, Wolf a répondu « Ce n'était pas notre rôle de juger. Nous écrivions ce qu'on nous dictait. Il était le Führer. Et nous avons été élevés dans la foi en lui. Le monde extérieur n'existait pas entre ces murs. » L'une des déclarations les plus marquantes qu'on lui attribue provient d'une conversation privée qu'elle aurait eue avec un interrogateur américain en 1946. S'il demandait quelque chose, c'était fait, mais il ne nous demandait jamais d'être cruel. Je n'ai jamais entendu parler de chambres à gaz en sa présence. S'il savait, il ne nous en parlait pas. Nous vivions dans une bulle, isolés de l'horreur. Ces propos ont été vivement contestés par les historiens qui affirment que même les plus proches collaborateurs d'Hitler pouvaient difficilement ignorer l'ampleur de l'extermination. Pourtant, Wolf est resté fidèle à son récit jusqu'à sa mort, niant avoir jamais eu connaissance de l'ampleur de l'Holocauste. Une autre source précieuse sur sa pensée fut recueillie par la journaliste française Geneviève Tabouy en 1946. Qui réussit à interviewer certaines collaboratrices du régime. Tabouy cite Wolf. « Adolf Hitler était un homme de long silence. Il ne tolérait pas les commentaires déplacés. Tout ce que nous faisions devait paraître simple, comme si le monde ne s'écroulait pas. » La figure de Johanna Wolf apparaît également dans les mémoires de Traudl Jung, une autre secrétaire d'Hitler, qui la décrit comme « distante, stricte et dévouée ». Jung écrit « Elle était comme l'ombre d'Hitler, toujours présente, toujours silencieuse. Elle n'exprimait jamais d'opinion, mais prenait des notes. Elle était la seule à pouvoir signaler à Hitler qu'un document était mal transcrit sans crainte de représailles. Cela montre à quel point elle était essentielle. » Wolf se trouvait au Führerbunker durant les derniers jours d'avril 1945. Elle fut l'une des rares femmes à y rester jusqu'au 22, date à laquelle elle fut autorisée à partir avec d'autres membres du personnel. Elle dit au revoir à Hitler dans son bureau, dans un moment chargé de symbolisme selon son propre récit. Il m'a serré la main et m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit « Merci pour tout, mademoiselle Wolf, vous avez été plus qu'une secrétaire. Vous avez été loyale et c'est ce que j'apprécie le plus. J'ai ressenti cela comme un adieu sans retour. » Après sa libération, Johanna Wolf disparut de la vie publique. Elle vécut le reste de ses jours à Munich, dans un relatif anonymat. Elle mourut le 5 juin 1985, à l'âge de 85 ans, sans avoir accordé d'interview à la presse ni publié de mémoire. Son nom resta indélébilement lié au cercle intime du dictateur nazi, mais toujours discrètement. Erich Kempka, le chauffeur qui a brûlé Hitler. Erich Kempka est né le 16 septembre 1910 à Oberhausen, dans ce qui était alors le royaume de Prusse. Il était le 9e d'une famille ouvrière de 10 enfants. Son père, mineur, est décédé dans un accident du travail alors qu'Eric n'avait que 7 ans. Cette perte précoce l'a poussé à rechercher la stabilité et la discipline, qu'il a trouvée en intégrant le milieu national-socialiste durant sa jeunesse. Après une formation de mécanicien et de chauffeur, il a rejoint le parti nazi en 1930 et a été peu après nommé chauffeur de haut rang du parti.
Son habileté au volant, alliée à sa loyauté inconditionnelle et à sa nature réservée, l'ont conduit à devenir le chauffeur personnel d'Adolf Hitler en 1934, remplaçant Julius Schreck. Pendant plus d'une décennie, Kempka a non seulement conduit la Mercedes-Benz blindée du Führer à travers la moitié du continent, mais est également devenu un membre du cercle intime d'Hitler. Toujours en uniforme, sérieux et attentionné, il était chargé non seulement du transport d'Hitler, mais aussi de la coordination d'une flotte de véhicules officiels, de la planification des itinéraires, de la sécurité logistique des déplacements et de la satisfaction des caprices du chef de l'État. Sa loyauté faisait de lui une figure de confiance, quoique peu intime pour Hitler. Kempka l'accompagna dans d'innombrables déplacements, des rassemblements à Nuremberg aux visites à la Tari du Loup en Prusse orientale, en passant par des visites au front ou au Berghof. Mais c'est dans les derniers jours du Troisième Reich que son nom allait être à jamais lié à l'un des actes les plus symboliques du déclin nazi, la crémation du corps d'Adolf Hitler. Dans ses mémoires « J'ai brûlé Adolf Hitler », publié en 1951, Kempka relate de vive voix les événements qui se sont déroulés dans le Führerbunker à Berlin entre le 20 et le 30 avril 1945. Il y décrit en détail les dernières heures d'Hitler, son suicide et l'incinération de son corps aux côtés de celui d'Eva Braun. Concernant son quotidien de chauffeur d'Hitler, Kempka se souvient: « Le Führer était méticuleux, même quant à l'itinéraire que nous empruntions. Il voulait connaître tous les détours possibles, toutes les entrées alternatives, au cas où nous aurions besoin de nous échapper. Il exigeait la plus grande ponctualité, mais il n'était jamais impoli. Il était poli, voire affable dans les moments de calme. » Dans un autre passage de ses mémoires, Kempka note: « Ce n'était pas un homme qui parlait beaucoup à son entourage, mais je passais des heures à l'attendre à la porte, où je conduisais de longs trajets en silence. J'écoutais ses monologues, ses projets, ses silences. Le conduire, c'était plus que déplacer la voiture, c'était servir le symbole. » Contrairement au secrétaire, les assistants comme Kempka furent témoins du tempérament plus colérique d'Hitler dans ses derniers jours. En avril 1945, alors que Berlin était assiégé par l'armée rouge, Kempka reçut des instructions précises. Il devait se procurer suffisamment d'essence pour l'éventualité de détruire des corps. Kempka en obtint près de 200 litres, qu'il apporta en bidon à la chancellerie du Reich. Il ne demanda jamais à quoi cela servait. Le 30 avril 1945, peu après 15h30, Erich Kempka fut convoqué par Otto Günsche. Hitler et Eva Braun s'étaient suicidés dans le bunker. Günsche, son assistant personnel, lui ordonna d'aider au transport des corps jusqu'au jardin de la chancellerie. Kempka et 2 autres hommes enveloppèrent les corps, les montèrent dans l'escalier, les déposèrent dans une tranchée peu profonde et les arrosèrent d'essence. Je n'oublierai jamais l'odeur. Le mélange de chair humaine, d'essence et de béton en feu. J'ai jeté l'allumette sans me retourner. Je ne voulais pas voir le visage du Führer brûlé. Dans son témoignage aux Alliés en 1945, il répéta cette scène. Il confirma que le corps d'Hitler avait été entièrement incinéré, tout en précisant qu'en raison des bombardements constants, le feu ne restait pas allumé longtemps. Après plusieurs répétitions, il ne restait que des restes calcinés. Évoquant son état émotionnel après l'acte, il écrivit « Je n'ai ressenti aucun soulagement, aucune fierté, seulement un vide. J'ai brûlé un homme pour qui j'avais travaillé pendant plus de 10 ans. C'était mon patron. Mais à cette époque, il ne restait plus rien de l'homme que je connaissais. Que des ruines. » Kempka resta dans le bunker jusqu'au 1er mai 1945, date à laquelle il s'enfuit vers l'ouest avec d'autres membres de son entourage, dont le docteur Ludwig Stumpfegger et Martin Bormann. Il fut capturé par les forces américaines le 20 juin à Berchtesgaden. Lors des interrogatoires, il livra des informations clés sûres. Les derniers jours d'Hitler et fut l'une des premières sources à confirmer son suicide et l'incinération de son corps. Son témoignage fut jugé crédible et cohérent par les services de renseignement britanniques et américains. Même des personnalités comme Hugh Trevor Roper, auteur des derniers jours d'Hitler, reprirent abondamment ses propos. Malgré son rôle clé dans la fin symbolique du régime nazi, Kempka ne fut jamais formellement inculpé de crimes de guerre. Il vécut discrètement en Allemagne de l'Ouest après sa libération en 1947.
Lors d'interviews ultérieures, il conserva une attitude ambiguë envers le régime. Il n'a jamais renoncé à Hitler, mais n'a jamais non plus exprimé d'allégeance politique. Dans une interview accordée au magazine Der Spiegel en 1955, lorsqu'on lui demanda s'il éprouvait des remords, il répondit « Je conduisais, je ne gouvernais pas, je ne prenais pas de décision, je faisais mon travail. » Il mourut le 24 janvier 1975 à Freiberg am Neckar. Son héritage est des plus étranges. Un homme dont le seul métier était de conduire et qui finit par jouer un rôle direct dans l'une des scènes les plus emblématiques du XXe siècle, la crémation d'Adolf Hitler. Pour beaucoup, Kempka n'était qu'un simple chauffeur. Pour l'histoire, il fut l'exécuteur symbolique de l'acte qui marqua la fin du Reich. Hans Bauer, le pilote qui a accompagné Hitler jusqu'au bout. Hans Bauer est né le 19 juin 1897 à Ampfing, en Bavière. Sa passion pour l'aviation a débuté pendant la Première Guerre mondiale où il a servi comme mitrailleur puis comme pilote de chasse. Abattu et blessé sur le front occidental, il a repris l'aviation. Après la guerre, l'Allemagne étant soumise à de sévères restrictions de transport aérien, Bauer a servi comme pilote commercial pour Lufthansa sur des lignes européennes et transcontinentales. Son talent et son professionnalisme l'ont distingué comme l'un des meilleurs aviateurs civils du pays. En 1932, Adolf Hitler a piloté des avions privés lors de ses campagnes électorales. Cette année-là, Lufthansa a désigné Hans Bauer comme pilote pour ses tournées politiques. Hitler a rapidement été impressionné par son expertise et sa discrétion. Dès son accession au poste de chancelier en 1933, Hitler l'a nommé pilote personnel et commandant de la Fliegerstaffel du Führer, une escadrille aérienne chargée de ses vols officiels. Dès lors, Bauer devint presque inséparable d'Hitler, partageant avec lui plus de 1000 heures de vol et de nombreuses journées de travail. Bauer pilotait non seulement le célèbre Focke-Wulf Flu 200 Condor, adapté à l'usage du Führer, mais coordonnait également l'équipage, la sécurité aérienne et les itinéraires. Sa loyauté était absolue. Hitler lui accordait une confiance telle que, lors de ses voyages, il préférait s'entretenir avec Bauer plutôt qu'avec plusieurs de ses ministres. Dans ses mémoires, publiés en 1956 sous le titre « J'ai volé avec les puissants », Bauer dressa un portrait humain d'Hitler et révéla des détails de ses conversations privées. Malgré cette proximité, il conservait une attitude admirative sans émettre de jugement négatif. Décrivant sa première rencontre avec Hitler, Bauer écrit « Il n'était pas comme je l'avais imaginé, il ne criait pas, il ne s'imposait pas. Il m'a fermement pris la main et m'a dit « À partir d'aujourd'hui, ton devoir est de me mener à la victoire par les airs. » Je l'ai regardé et j'ai su que ma vie allait changer à jamais. Bauer, vétéran de la Grande Guerre et fervent nationaliste, a trouvé dans le nazisme un moyen de restaurer la fierté allemande. En tant que pilote, il ne participait pas aux décisions militaires ou politiques, mais il était présent à des moments cruciaux, l'Anschluss de l'Autriche, l'occupation de la Tchécoslovaquie, les voyages à Rome et à Paris et les visites sur le front de l'Est. Dans l'un des passages les plus commentés de ses mémoires, Bauer décrit une conversation avec Hitler lors d'un vol en 1942. Je lui ai demandé s'il était fatigué. Il m'a regardé froidement et m'a dit « Je ne m'arrêterai que lorsque l'Allemagne sera complètement détruite ou complètement sauvée. » C'est la seule fois où j'ai eu l'impression qu'il parlait d'une dimension que je ne comprenais pas. Durant les derniers mois de la guerre, Bauer organisa plusieurs tentatives d'évacuation aérienne depuis Berlin. Le 16 avril 1945, il se rendit personnellement à la chancellerie depuis l'aérodrome improvisé de Gatow pour informer Hitler des possibilités d'évasion. Hitler refusa. Dans ses déclarations aux Soviétiques en 1945 et lors d'interviews ultérieures, Bauer raconta le moment dramatique du 29 avril où il tenta de convaincre Hitler de fuir à bord d'un petit Fieseler Storch. « Je lui ai dit que nous pourrions voler bas, en évitant les positions russes, et le faire sortir de Berlin. Je lui ai promis que nous pourrions atteindre le Berghof ou une base au sud. Mais il répondit « Je ne quitterai pas Berlin, le sort du Reich est scellé ici. » Il me regarda et ajouta « Merci Hans, tu es un camarade fidèle. » J'en avais les jambes qui tremblaient. Le 30 avril, lorsque la nouvelle du suicide d'Hitler éclata,
Bauer resta dans le bunker, aidant à détruire des documents et à organiser l'évasion d'autres membres du personnel. Il fut blessé par des éclats d'obus lors de la tentative d'évasion et fut ensuite capturé par les forces soviétiques. Il passa plus de 10 ans en détention en Union soviétique, soumis à des interrogatoires constants, et fut l'un des derniers membres de l'entourage d'Hitler à être libéré. Durant sa captivité, il fut interrogé par Lavrenti Beria et des officiers du NKVD qui cherchaient des preuves d'une possible évasion d'Hitler. Bauer affirma avec insistance qu'il était mort dans le bunker. Dans l'un de ses témoignages devant les soviétiques, il déclara « Si quelqu'un pouvait le faire sortir de Berlin, c'était bien moi, et il ne le voulait pas. Il est mort là-bas. J'ai vu son corps. Il a lui-même ordonné qu'on le brûle. Il n'a pas fui, il n'a pas survécu. Il est mort comme il l'avait promis. » Libéré en 1955 et renvoyé en Allemagne de l'Ouest après des négociations entre Bonn et Moscou, Bauer fut accueilli comme un témoin privilégié de l'histoire. Cependant, sa personnalité était marquée par l'ambiguïté. Il n'exprima jamais de remords et, bien qu'il ne fût pas un criminel de guerre, sa loyauté personnelle envers Hitler suscita de vives critiques. Lorsqu'on lui demanda s'il considérait toujours Hitler comme un grand homme, Bauer répondit « C'était mon commandant. Il m'a ordonné de le servir et je l'ai fait. Je ne regrette pas d'avoir été son pilote. La suite m'échappe. » Hans Bauer mourut à Munich le 17 février 1993, à l'âge de 95 ans. Il fut l'un des derniers témoins vivants du cercle intime d'Hitler et, jusqu'à la fin de sa vie, il défendit son ancien commandant comme un homme engagé envers l'Allemagne, bien que tragiquement mal avisé. Gerda Christian, la secrétaire de retour au bunker. Gerda Christian, née Gerda Daranowski le 13 décembre 1913 à Berlin, suivit une formation de secrétaire trilingue, anglais, français et allemand. Elle entra dans le cercle intime d'Adolf Hitler en 1937 lorsqu'elle fut sélectionnée, sur recommandation de Martin Bormann, pour rejoindre l'équipe de dactylos personnels du Führer, connue en interne sous le nom de Führersekretärinnen. Christiane se distingua immédiatement par son efficacité, sa présentation impeccable et sa réserve. Hitler, qui privilégiait la discrétion dans son entourage féminin, trouva en elle une collaboratrice fiable. Contrairement à Johanna Wolf, au caractère plus institutionnel, Gerda Christian savait équilibrer son rôle de secrétaire avec un ton plus personnel, notamment lors des réunions mondaines au Berghof. Sa beauté était fréquemment commentée par son entourage, bien qu'elle n'ait jamais entretenu de relations publiques avec le cercle nazi, hormis son mariage ultérieur avec Eckhard Christian, général de la Luftwaffe et membre du Haut Commandement. Durant les années plus stables du Troisième Reich, Christian accompagna Hitler dans ses déplacements, tant à la chancellerie qu'à la résidence d'Obersalzberg. Elle faisait partie des secrétaires sélectionnés pour travailler par roulement selon des horaires stricts, le Führer ayant pour habitude de dicter des documents tard dans la nuit. Dans des interviews ultérieures, Christian détailla qu'Hitler dictait dans des positions inhabituelles, marchant en rond, debout près de la fenêtre, ou même caressant son chien, Blondie. Après l'entrée en guerre, elle resta en poste jusqu'en 1943, date à laquelle elle demanda un congé temporaire pour se marier. Elle revint fin 1944 à une époque déjà marquée par le désespoir du régime. Son retour était une décision personnelle. Voici comment elle le décrit dans ses déclarations d'après-guerre. « Je savais que tout s'écroulait, mais je sentais que je devais être là. C'était ma place. J'avais travaillé pour cet homme pendant des années, et il ne me semblait pas juste de partir au moment où il avait le plus besoin de personnes loyales. » Christiane était présente au Führerbunker dès la mi-avril 1945. Dans ses témoignages, elle décrit un environnement de plus en plus oppressant où Hitler se réfugiait dans ses routines, courtes promenades, discours répétitifs, plans irréalistes de contre-offensive. Comme les autres secrétaires, elle alternait entre la saisie d'ordre et le partage des derniers repas avec lui. Concernant sa relation avec Hitler à cette époque, elle a déclaré lors d'un entretien privé en 1954 « Il n'était plus l'homme que je connaissais. Il était épuisé, tremblant, la voix brisée, mais il croyait toujours pouvoir accomplir quelque chose, non pas la victoire militaire, mais la maîtrise de la chute de son monde. » L'un des moments les plus bouleversants dont elle se souvient fut la rédaction du testament politique d'Hitler le 29 avril 1945.
Christian était présente lorsque Trodeljung le tapa sous la dictée de Martin Bormann et du Führer lui-même. De ce jour-là, elle dira « Il l'a fait avec calme, comme s'il signait n'importe quelle lettre, aucune solennité, aucune larme. Seulement ce ton obsessionnel qui était le sien, celui de la justice historique, celui de l'héritage. Nous savions que c'était la fin, mais il écrivait pour l'éternité. » Gerda Christian a également assisté au mariage d'Adolf Hitler et d'Eva Braun, célébré dans la nuit du 28 au 29 avril, dans un petit bureau du bunker. À propos de cette cérémonie surréaliste au cœur de l'effondrement, elle a déclaré « C'était étrange, ils étaient rayonnants par moments, comme s'ils s'étaient libérés de tout. Elle portait une robe simple, il portait son uniforme usé. Ils s'embrassèrent, puis l'ombre revint. » Après le suicide d'Hitler et d'Eva Braun le 30 avril 1945, Christian resta enfermé dans le bunker une journée supplémentaire. Le 1er mai, elle participa au dernier repas de son entourage avant que les tentatives d'évasion ne commencent. Elle réussit à quitter le bunker avec d'autres femmes, déguisées en assistantes médicales. Elle fut capturée par les soviétiques quelques jours plus tard. Lors de ses interrogatoires, elle affirma constamment ignorer l'ampleur de l'extermination des Juifs. Comme Johanna Wolf, elle affirma que ces sujets n'étaient jamais abordés ouvertement en présence de secrétaires. Dans une déclaration de 1946, elle déclara « Nous vivions pour le servir. Nous ne voyions que des ordres, des discours et des réunions. Je n'ai jamais vu de camp de concentration, je n'ai jamais entendu parler du gaz. » Cependant, certains interrogateurs ont relevé des incohérences dans son récit, d'autant plus que son mari, Eckhard Christian, avait fait partie du haut commandement de l'armée de l'air et était au courant des mouvements logistiques vers l'Est. Gerda et Eckhard divorcèrent en 1946. Ils ne se revitront plus jamais. Après sa libération en 1948, Gerda Christian mena une vie discrète à Düsseldorf. Contrairement à d'autres secrétaires comme Trodeljung, elle ne participa jamais à des documentaires ni n'accorda d'interviews aux médias. Seuls des extraits de ses témoignages officiels et quelques passages retrouvés par des historiens comme Anton Joachim Staller et Cornelius Ryan sont connus. La phrase qui a le plus marqué ses rares déclarations posthumes est celle qu'elle prononça lors d'une conversation privée dans les années 1950 « Je n'ai pas honte de l'avoir servi. J'ai honte de ne pas avoir posé plus de questions. » Gerda Christian est décédée le 14 avril 1997 à l'âge de 83 ans, mettant ainsi un terme à une vie marquée par le silence et la proximité avec l'un des hommes les plus infâmes de l'histoire. Sa figure représente ceux qui, sans armes, ont choisi de participer à l'appareil du pouvoir et y sont restés jusqu'au bout, non par idéologie mais par loyauté personnelle.